Willkommen, bienvenue. Ah non, mais je suis pas du tout cadré. Voilà. Willkommen, bienvenue. Ah, ça chauffe. Les mains. C'est impossible, cette tasse elle est vraiment nulle. Willkommen, bienvenue. C'est chaud. Willkommen, bienvenue, welcome. Pour un nouveau point lecture. Tchin tchin. Désolé, je me dépêche. Cette tasse est vraiment nulle parce qu'il n'y a rien pour l'attraper et je me brûle les pattes. Bref. Je bois une petite tisane de chez Kodama qui s'appelle Liaison dangereuse et c'est une tisane carotte, citrouille, gingembre, curcuma. Elle est très bonne. En fait, c'est pour ça que j'avais passé commande. Je crois que je vous ai parlé de celle, le thé à la pêche, le thé noir à la pêche que j'avais beaucoup aimé. Et la tisane là, elle est très bonne aussi. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo point lecture. Je crois que je ne fais que ça en ce moment, je m'en excuse. Mais bon bah écoutez, après tout, c'est le but aussi d'une chaîne Booktube, c'est de parler de lecture. J'ai lu 5 livres la semaine dernière. En fait, je m'étais mis un petit challenge de ne lire que des livres un peu sombre, noir, thriller, policier. Je savais pas trop avant de me lancer en fonction de ce que j'avais dans ma palle en gros. C'était chouette parce que ça faisait longtemps que j'avais pas trop lu de thriller, polar, roman noir, etc. Donc ça m'a fait du bien de me faire une petite semaine comme ça. J'ai fureté un peu à droite à gauche, j'ai lu un peu du jeunesse, du fantastique, du pur roman américain, enfin voilà, j'ai lu un peu de tout, mais en essayant de garder une globalité, une thématique un peu sombre, un peu noire. J'ai pas vlogué, j'aurais pu faire un vlog, comme je vous l'avais dit que j'aimais bien faire des vlogs thématiques, mais en fait j'ai pas eu le temps, pas eu l'envie de ressortir ma caméra à chaque fois que je lisais un livre, donc du coup je vous les présente tout simplement en point lecture. Je vous dis, j'ai dû commencer lundi dernier, là je filme cette vidéo, on est mardi 2 novembre, j'ai dû commencer toute la semaine de Halloween, donc Halloween c'était hier, avant-hier, dimanche, et j'ai commencé du lundi au dimanche, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lectures. 1, 2, 3, 4, 5, 5. J'ai fait 5 lectures en une semaine. Comme d'habitude, on commence du moins bon au meilleur. Et Zéberdi, mon kiki, je sais jamais dans quel sens ça part, je crois que ça part par là. En premier, j'ai lu La peau sur les os de Stephen King, que moi j'ai dans une vieille édition de chez J'ai lu, et qui doit sûrement être réédité avec les nouvelles couvertures chez... C'est toujours chez J'ai lu ou chez le livre de poche, je sais plus, mais en tout cas, voilà. Cette lecture faisait partie de mon Pumpkin Autumn Challenge, et je l'avais trouvé d'occasion chez Emmaüs, et c'est un Stephen King qui a été écrit sous le pseudo de Richard Bachman, au même titre que Cellulaire, Chantier peut-être, Rage. Et vu que je ne connaissais pas ce qu'il faisait sous ce nom d'emprunt, je me suis dit allez, pourquoi pas tenter. En plus, la thématique me plaisait vachement. On va suivre Billy Halleck, qui est un avocat en surpoids, il fait 112 kilos. Et on apprend qu'il renverse une bohémienne, une gitane, je sais pas comment ils disent, une tzigane, voilà, une tzigane, en voiture, qu'il la tue. Et suite à cet accident, eh ben, il va se retrouver à maigrir jusqu'à arriver à 50 kg je crois. Attendez, je regarde parce que le nom des chapitres en fait c'est le poids qu'il fait. 53 kg, voilà, c'est le poids le plus maigre auquel il arrive, donc il perd au total 60 kg. Donc c'était super intéressant, j'ai beaucoup aimé le début du roman. Je pense les 100-150 premières pages, le roman est pas très long, il fait 400 pages. Les 150 premières pages, j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai beaucoup de mal avec Stephen King, mais c'est indéniable qu'il arrive toujours à installer une ambiance et des personnages, un cadre, poser son histoire, et il le fait très bien. Ses débuts de roman, le début de Cimetière, j'avais adoré. Carrie, pareil. Le début de Jessie, cette scène où le mari meurt, etc. au tout début, c'est super angoissant. Pareil, vraiment, les débuts de roman chez Stephen King, j'ai rien à redire. Et c'est toujours après que je m'y perds. Et j'ai l'impression que lui s'y perd aussi quand il avance dans son roman. Il y a toujours un bon tiers, voire une bonne moitié du roman qui est ennuyante. Et c'est exactement le cas. Par exemple, avec Cimetière, j'ai eu un gros passage à vide au milieu, mais vers la fin, j'avais regagné de l'intérêt quand j'avais eu Cimetière. Là, c'est vraiment pas le cas. J'ai trouvé que jusqu'à la fin, c'était plutôt mauvais. Vraiment, je me suis ennuyé avec ce roman. Donc en fait, au début, on installe le cadre, on comprend un peu comment il en est arrivé à renverser cette femme du voyage, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. On est dans la vie de Simon, c'est ça? Non, Billy, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit Simon. Donc on est avec Billy, il nous raconte ses journées, comment il vit sa perte de poids. À chaque chapitre, il perd 1 kg, 2 kg, 3 kg, et il nous raconte comment sa femme le vit. Il essaye de trouver une explication, il se rend très vite compte que l'explication ne peut pas être rationnelle et que il y a une part de fantastique, et là il y a vraiment une grosse part de fantastique dans ce roman. Il se fait de plus en plus mal comprendre par sa famille, par son entourage, il ne va plus travailler parce que il se rend compte qu'il est malade, etc.
Et voilà, donc le début est très très intéressant, cette plongée dans la tête de Billy m'a beaucoup plu. Cette façon, ce rapport aux autres, vous voyez, est-ce que c'est moi qui deviens fou? On cherche à tout prix à savoir ce que j'ai, mais comme maladie en fait. Son médecin lui dit qu'il a une maladie rare, etc. Alors que lui, très vite, il se rend compte que non, c'est une malédiction. Enfin voilà. Et après, il part dans une espèce de roadbook qui est très 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 vite chiant. Et le dénouement, la fin, est trop ennuyante parce qu'en fait, on ne la vit pas. Elle est rapportée par un personnage tiers qui parle avec Billy. Et le dénouement se fait sous forme de dialogue, comme ça, pendant au moins une bonne 50aine de pages, où on est dans ce dialogue, ce discours rapporté où on nous dit oui j'ai fait ça, j'ai vu machin, j'ai fait bidule, nanana. Et ça s'enlise, ça s'enlise, ça s'enlise, ça s'enlise. Et puis voilà. Alors il y a, oui, comme d'habitude, la dernière page, la dernière phrase qui est quand même pas mal, qui clôt bien le roman, mais si sur 400 pages, ce que j'en retiens, c'est les 100 premières plus la dernière phrase du roman, c'est absolument pas suffisant ni convaincant. Moi, j'ai toujours ce problème avec Stephen King, en tout cas avec les anciens, je vous laisse rester jusqu'à la fin de la vidéo, de m'ennuyer pendant la majeure partie du roman et de ne pas prendre plaisir à la lecture. Là vraiment je subissais, je vous dis, la fin je l'ai même lu en diagonale parce que je n'avais plus aucun intérêt, je m'en foutais de savoir comment ça allait se résoudre cette histoire. Et voilà, c'est bâclé selon moi. C'est peut-être fort de dire que c'est bâclé, mais vraiment on a l'impression qu'il écrivait de manière, je parle de Stephen King, automatique, sans même vraiment essayer de mettre de l'émotion, de l'intrigue, du suspense ou quoi. C'est je raconte cette histoire, je noircis du papier pour arriver à 400 pages et c'est tout. Et alors moi avec moi il n'y a rien de plus pour m'énerver. Ensuite j'ai lu Par le vent pleuré de Ron Rash aux éditions Point. Alors Ron Rash, je crois que vous avez été quelques-uns à me le conseiller si je ne m'abuse. Je dis peut-être des bêtises ou c'était peut-être en live, mais je sais que j'ai parlé avec plusieurs personnes de Ron Rash et c'est pour ça que ça devait être en live. Je pense que dans un des premiers lives, peut-être un live conseil de classe qu'on avait fait au mois de juin, on avait parlé de Ron Rash parce que je l'avais mis dans ma wishlist et sur une liste en papier que j'ai et que je ne remplis en général que pendant les lives, cette liste. Donc ça doit être avec quelques-uns d'entre vous qu'on avait parlé de Ron Rash. Je ne connaissais pas du tout l'auteur et en fait j'ai voulu le découvrir. Ce roman était assez court, il fait 220 pages et je me suis dit pourquoi pas essayer de le découvrir avec celui-là. Qui plus est, quand j'ai voulu commencer à le lire, ma copine Cyrielle du compte Des Potrons Minés, je ne vous la présente plus car on n'en est pas à notre première lecture commune, m'a dit qu'elle l'avait également dans sa pile à lire, donc elle avait un petit trou là dans ses lectures le week-end dernier, enfin ce week-end. Du coup on se l'est lu sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, vous voyez il y a 3 post-it, on s'est découpé en 3 parties. Et c'était super sympa de lire en 3 parties parce que le roman est découpé en 3 parties en plus. Donc voilà, ça faisait à peu près 3 x 8, 24, voilà, 80 pages par jour, entre 60 et 80 pages par jour. Donc dans Par le vent pleuré, on va suivre l'histoire de 2 jeunes frères qui s'appellent Bill et Eugène, qui vivent avec leur mère et leur grand-père parce que leur père est décédé et du coup c'est le grand-père qui prend un peu la direction de la famille. Il est bien installé dans un petit village des États-Unis, c'est le médecin de campagne du village en fait. Tous les habitants ont une reconnaissance envers lui car c'est lui qui soigne tout le monde, qui est là depuis X années dans le village. Et le grand-père donc prend le rôle du père qui est décédé et va prendre sous son aile le frère aîné qui s'appelle donc Bill, William, enfin les deux, enfin c'est Bill et William son surnom. Enfin, William, mais son surnom c'est Bill. Et du coup, il va vouloir que Bill devienne le médecin du village, qui le remplace une fois qu'il prendra sa retraite, et complètement délaisser Eugène. En fait, il n'en aura plus rien à faire de Eugène, il va même pas essayer de... Il va subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de toute la famille, donc la mère y comprise, mais il va avoir vraiment une mainprise très importante sur la famille. Il va être présent dans toutes les sphères professionnelles, personnelles. Il va vraiment avoir ce rôle de chaperon, mais vraiment presque de façon malsaine, car c'est lui qui prendra toutes les décisions. La mère perd carrément le pouvoir sur ses propres enfants. Donc dans ce contexte de famille un peu dysfonctionnelle, Bill et Eugène vont rencontrer Ligia. Ligia, c'est une jeune fille qui arrive pour passer l'été dans le village de Bill et Eugène. Elle va les rencontrer. Et il va avoir comme une histoire d'amour un peu entre ces 3 jeunes adolescents. Le frère aîné rentre à la fac, mais le cadet, lui, est encore au lycée. Donc il n'a pas encore vraiment connu d'expérience sexuelle, il n'a pas encore bu, il n'a pas encore fumé. Et Ligia, elle, qui arrive dans ce village, elle a participé à Miami et à San Francisco, au Summer of Love, au mouvement hippie, Flower Power. Donc elle est dans une mouvance très ouverte, que ce soit par rapport à la sexualité, par rapport à l'alcool, à la drogue. Et donc elle va un peu les entraîner, ces 2 jeunes garçons, dans ce mouvement de l'hippie, du flower power.
Et donc on va être tout l'été avec ces 3 personnages qui vont essayer l'un et l'autre, les 2 frères surtout, de séduire au début la jeune femme. Et ça va de plus en plus virer au sombre, au drame. Ils vont se retrouver tous les dimanches au bord d'une rivière pour pêcher et boire des bières, puis du vin, puis du whisky, puis de la drogue, etc. Et à côté de ça, c'est sur 2 temporalités. On va apprendre qu'un corps est retrouvé dans ce petit village 40 ans plus tard, 46 ans pour être exact d'ailleurs, j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je me rappelle, 46 ans plus tard. Et on va essayer de reconstruire les événements de cet été. À qui appartient ce corps, comment on en est arrivé à un meurtre entre ces jeunes adolescents. J'ai vraiment beaucoup aimé les 2 premières parties. Les 2 premiers tiers, c'était vraiment génial. Déjà, l'écriture est très bonne. On est vraiment dans ce roman américain d'ambiance où la nature a quand même une assez grande importance parce que là on parle de pêche, de dimanche au bord de la rivière, de grandes étendues. Donc c'est pas un côté nature writing, mais c'est vraiment une nature qui a une place importante dans le roman. Moi j'aime beaucoup quand on parle de l'adolescence, de la découverte de soi, de la recherche de sensations. Donc ça c'était très bien fait. On sent que la plume n'est pas vraiment noire, n'est pas sombre pour être sombre, mais on est vraiment dans ce roman qui, au fur et à mesure, vire de plus en plus au drame, qui est crescendo mais en descendant vers les immondices. Pareil, le grand-père en fait se révèle au fur et à mesure des chapitres. Au début, on pourrait presque croire que ce grand-père est attachant, qu'il est là pour être protecteur envers la famille, mais on se rend compte que chapitre après chapitre, sa présence est bien trop importante pour être saine et pour être normale dans une famille. Et les relations voilà, entre les frères, les 2 frères et le grand-père, entre les 2 frères et la petite Lygia sont vraiment très bien écrites. Niveau écriture, j'ai rien à redire, c'est super fluide. Même ces voyages passés-présents sur les 2 temporalités est vraiment très bien amené parce que ça se fait au fur et à mesure des pages, au fur et à mesure des paragraphes. On en apprend un peu, il n'y a pas vraiment de césure entre le passé et le présent. Ça coule tout seul. Le seul point négatif avec ce roman, c'est la fin, qui malheureusement est beaucoup trop rapide pour moi. Les événements s'enchaînent parce que après le roman se passe sur un très court laps de temps, c'est pour ça qu'il ne fait que 220 pages. Oui voilà, c'est 220 pages. Mais la fin est quand même un peu carabinée. Il y a des trucs que j'ai vu venir très vite en fait sur les personnages, sur qui est le corps, qui est le tueur, comment la journée du meurtre s'est passée. C'est vrai qu'on voit tout arriver. Alors après, c'est pas non plus un thriller ou un polar, c'est vraiment du roman sombre d'ambiance. Donc est-ce que cette fin un peu rapide doit jouer sur mon plaisir de lecture? Oui, un peu quand même, parce que c'est vrai que le dernier tiers, il n'y avait aucune surprise, c'était haletant, les révélations se faisaient vite, mais peut-être du coup un peu trop vite, et on a perdu en densité, je trouve, sur cette fin. Donc ça m'a un peu déçu parce qu'il y a eu quelques clichés, quelques grosses ficelles qui ont été tirées. Alors que le début était pourtant très subtil dans cette description des personnages et dans cette description des événements de cet été dramatique. Donc c'était une bonne lecture mais sans plus, qui néanmoins m'a donné envie de découvrir Ron Rash, ce qui n'est pas plus mal car c'est vraiment du roman américain comme je l'aime. Ensuite j'ai lu Les Sœurs Carmine, le tome 1 de Ariel Holtz aux éditions Naos et donc qui s'intitule Le complot des corbeaux. Ce roman je l'avais acheté aux Aliénales, ce coup-ci c'était sous la menace non pas de Manon de Vibration Littéraire mais de Steph de Piketty et Laura's Readings, pardon, parce qu'elles aiment beaucoup toutes les deux Ariel Holtz et je crois qu'elles ont tous ses romans et qu'elles les ont presque tous lus d'ailleurs. Du coup on était allé voir l'auteur qui était super sympa et il m'a mis un mot qui m'a fait bien rire pour Floris qui ne devrait pas écouter les conseils entre guillemets de ses amis entre guillemets également. Bonne chance pour survivre à ta lecture, bien tragiquement Ariel. J'ai trouvé ça très sympa et très drôle. Dans ce livre, donc Les Sœurs Carmine, on va suivre la vie de 3 sœurs, Mérivert, Tristabelle et Dolorine, qui sont 3 sœurs orphelines qui vivent dans la ville de Grisaille, qui est vraiment la ville où le meurtre est roi, la ville où les larcins, les assassinats, les vols, les complots font partie de la vie de la cité. Et ces 3 orphelines qui ne font pas partie des 8 grandes familles de la haute ville, qui sont plutôt d'une classe moyenne, on va dire, elles habitent entre la haute ville qui est, comme son nom l'indique, là où la haute société vit, et la basse ville où là où on vit plutôt le bas peuple. Elles se situent un peu entre les deux. Elles sont plutôt désargentées depuis qu'elles sont orphelines, elles ne gagnent pas vraiment d'argent, elles ont du mal à survivre. En fait, Mérivert, elle, est une voleuse, c'est son métier entre guillemets, c'est comme ça qu'elle gagne et qu'elle rapporte de l'argent dans sa famille. Et elle se retrouve un peu imbriquée dans un complot qui relie les 8 grandes familles de la ville. En fait, il y a un conseil avec les 8 familles et une famille est élue pour régner.
Dans le roman, on est avec la famille d'Ulysse, donc d'Ulysse en 2 mots, hein, comme la fleur d'Ulysse, qui est une famille justement qui arrive à contrôler les plantes, les racines des arbres, qui a vraiment un pouvoir relié à la terre et aux plantes. Il y a une famille, les Vermeils, qui eux sont des vampires, il y a une famille, les Sépulcres, qui sont des nécromanciens. C'est pour l'instant les 3 grandes familles qu'on a vraiment découvertes au cours de la lecture. Et en fait voilà, il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a des nécromants, il y a toutes les créatures surnaturelles. On est vraiment dans un esprit un peu à la Tim Burton, à l'étrange Noël de Mr. Jack, très sombre, très brumeux et tout, et j'ai vraiment passé un très bon moment. L'humour d'Ariel Holz est quand même assez drôle pour un roman jeunesse young adulte. J'y ai pris du plaisir, ça m'a fait sourire quelques fois. Après voilà, ça reste du jeunesse et du young adulte, j'y ai pris beaucoup de plaisir à la lecture, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Je pense que c'est parce que je ne suis plus la cible de ce genre de roman et que malheureusement je n'arrive plus à garder mes yeux d'enfant et mon âme d'enfant à la lecture de ces romans qui, même si je passe du bon temps, même si je prends plaisir, que je n'y vais pas à reculons, bah, j'arrive pas à être totalement happé et enchanté par l'univers, même si là l'univers est très très bien construit, je vous dis. Après dans l'intrigue, ça reste du jeunesse young adulte, donc ça va très vite, tout s'enchaîne, parfois même un peu mal dans les enchaînements, je veux dire, où c'est des facilités de scénario, des intrigues qui s'imbriquent trop facilement les unes dans les autres, mais ça reste du young adulte, donc c'est normal que ça se passe comme ça. Mais il y a quand même un gros effort de fait sur le travail des personnages et sur le travail de l'univers, de la ville, des pouvoirs magiques, des relations entre les personnages. Puis c'est super important parce que on est dans un roman qui met vraiment les femmes à l'honneur. Là, les 3 personnages principaux sont féminins. La sœur aînée est un peu cliché parce que c'est vraiment la fille qui met des belles robes, qui veut aller au bal, qui veut rencontrer à tout prix un prince charmant de la haute sphère de la ville, etc. Mais là, le tome qui se concentre sur Mériver est justement un tome qui met une femme un peu badass qui n'a pas peur de se remonter les manches et de mettre les mains dans le plat, les pieds dans le plat, pour aller au combat, pour aller voler et faire vivre sa famille. Donc voilà, on a quand même des personnages féminins assez forts et assez intéressants dans le roman. Donc c'est cool pour un roman jeunesse et young adulte qui permet aux petites filles qui le lisent de se sentir représentées et de se sentir fortes et importantes. Ensuite, j'ai lu Après de Stephen King aux éditions Albin Michel, qui est sorti le 3 novembre, donc ce mercredi. Ah ben non, qui sort Ah ben oui, qui sort aujourd'hui. Voilà, la vidéo va être postée le 3 novembre, désolé. Qui sort aujourd'hui le 3 novembre. Et c'est chez Albin Michel et je les remercie pour l'envoi en service presse. Après, c'est le tout nouveau Stephen King, tout nouveau, qui a déjà quelques mois je crois aux États-Unis, mais qui vient d'être traduit en France, qui nous raconte l'histoire de Jamie, qui est un enfant qui peut voir les morts, rototo, voir les morts et leur parler. Et Jamie, il vit dans une famille monoparentale, donc il vit avec sa mère qui est agent littéraire. Donc j'ai trouvé ça sympa que la mère soit agent littéraire, comme ça nous parle un peu du milieu de l'édition aux États-Unis, de comment le travail est fait, donc ce pan de l'histoire m'a plutôt plu. Et donc le roman s'ouvre à la première personne avec le petit Jamie qui nous raconte sa vie, qui nous raconte son quotidien avec sa mère, et un jour en rentrant de l'école en fait, il rencontre son voisin d'à côté qui est en pleurs car sa femme vient de décéder, et c'est là qu'il va rencontrer le fantôme de son ancienne voisine, enfin de la femme de son voisin qui vient de mourir, et c'est là donc tout de suite qu'il a compris qu'il avait ce pouvoir particulier. Il va ensuite en parler à sa mère qui au début va avoir du mal à le croire, et par une succession d'événements va se rendre compte que son fils dit vrai, il peut parler aux morts, il sait les contacter et leur parler. Donc j'ai vraiment passé un bon moment avec ce roman. C'est assez court, vous voyez, ça fait 330 pages et c'est du Albin Michel, donc c'est quand même écrit assez gros, mais ça se lit super bien. Là où je vous disais tout à l'heure que je m'ennuyais avec la peau sur les os, que le cadre était posé très rapidement, et bien là c'est tout l'inverse. Il n'y a pas vraiment de gros cadre, il n'y a pas vraiment de grosse ambiance, de gros personnages. On est avec une galerie de personnages très restreinte. Au bas mot, je dirais qu'il y a 5 personnages assez récurrents, mais sinon on va suivre surtout Jamie et sa mère, car Jamie est le personnage principal du roman, c'est écrit à la première personne, c'est lui qui nous raconte sa vie. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'ambiance très sombre, d'ambiance très angoissante, horrifique ou quoi que ce soit. On est vraiment dans un roman fleuve, vous voyez, ça prend pas vraiment son temps, on est embarqué sur ce fleuve et ça découle autant que la vie de Jamie, parce que Jamie il grandit, il va apprendre à vivre avec ce don ou cette malédiction, à voir de quel côté on se positionne, et c'est vraiment ça, on suit sa vie et où est-ce que ça va l'emmener. Vers la moitié du roman, ça prend une tournure un peu de
polar thriller. Vraiment, ça arrive pas dès le début, ça arrive peut-être un peu tard, mais je me suis pas ennuyé, donc ça m'a pas dérangé. Donc vers la moitié du roman, Jamie va mettre son don au service de la police, en tout cas d'une inspectrice de New York qui lui demande de l'aide, et on va rentrer dans voilà, cette espèce de polar où une enquête va se dérouler. Alors vraiment, c'est pas très dense, c'est pas très compliqué à lire, c'est vraiment très simple, je vous dis, c'est un roman fleuve, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir car ça m'a rappelé énormément la série Ghost Whisperer sur TF1 avec Jennifer Love Hewitt, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait, vous savez, cette femme qui devait guider les fantômes vers la lumière, des fantômes qui étaient bloqués sur Terre car quelque chose n'était pas terminé dans leur vie, et elle devait les aider à quitter le monde des vivants pour rejoindre le monde des morts. Bah là on est un peu dans ce genre là, on est avec une espèce d'enquête policière, avec le petit Jamie qui aide les policiers à résoudre l'enquête car il peut parler aux victimes. Et voilà, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Le personnage principal de Jamie était super attachant. Le fait d'écrire ce roman à la première personne, bien sûr, aide à rendre le personnage attachant car on est vraiment avec lui, avec ses turpitudes de jeune enfant, parce que je sais pas quel âge il a quand ça commence, il doit avoir 5 ou 6 ans. Et bah, vous vous rendez compte que rencontrer et parler à des fantômes à 6 ans, c'est pas simple, surtout quand on vit seul avec sa mère, qu'on n'a pas beaucoup de relations sociales, qu'on parle pas vraiment à grand monde dans la vie. Donc si les personnes à qui tu parles le plus sont des personnes décédées ou des fantômes, c'est un peu problématique. Donc voilà, le personnage principal était diablement attachant, ça se lit très vite. C'est pour ça que bon, ça coûte 21 € pour un si court texte et qui n'est pas non plus le grand texte de Stephen King à mon sens. C'est juste un bon texte qui se lit très bien, à la manière d'un épisode de série, à la manière d'un petit feuilleton. J'y ai pris du plaisir, j'en demandais pas plus. Le seul truc que je ne voulais pas, c'était m'ennuyer et lever les yeux au ciel. Ça n'est pas arrivé et c'est juste ce que je recherchais après de Stephen King. Donc ça a coché toutes les cases de mes attentes. C'est pourquoi je pense que si je dois relire du Stephen King dans le futur, enfin si je dois, personne ne va m'obliger à relire du Stephen King, mais si un jour il m'arrive de relire un roman de Stephen King, je me dirigerai plutôt vers ses romans plus récents, que les gens n'apprécient moins. C'est pour ça que celui-là, je pense qu'il ne va pas forcément être salué ou apprécié par les fans de Stephen King. Mais voilà, je me dirigerai, ouais, je pense, vers ces romans les plus récents qui m'ont l'air moins ennuyants peut-être que ceux que, en tout cas pour moi, hein, mon humble avis, que les précédents que j'ai lus de lui. Vivo per lei da quando sei la prima volta l'ho incontrata, non ricordo come ma. J'existe pour elle, jour après jour, quand en moi font-elles. C'est ma plus belle histoire d'amour. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai Vivo Perlé là de Andrea Bocelli avec c'est qui? Hélène Ségara, Lara Fabian, je sais plus. Et una musa che c'è vita, elle vivra toujours en moi. Attraverso un pianoforte la morte lontana, io vivo per lei. Et après cette interlude musicale dispensée par Flofly Langeaille, je vous propose de parler tout de suite de Je suis la bête d'Andrea Donaera aux éditions Cambourakis. Je suis la bête d'Andrea Donaera a été plébiscité, je crois, par la Cube il y a quelques mois. Vous savez, en fait, sur la Cube maintenant, si on n'a pas d'envie particulière, on peut demander à ce qu'on nous envoie le coup de cœur des 3 créateurs, donc Samuel, Anthony et je ne sais plus le prénom de la jeune fille qui travaille avec eux. Enfin, ils sont 3, une femme et 2... Oui, j'ai dit jeune fille, c'est pas du tout respectueux. Une femme et 2 hommes. Et ils proposent tous les mois donc leur coup de cœur si on n'a pas d'envie particulière. Je crois donc que c'était le coup de cœur d'un des 3. Et je l'ai vu passer sur le compte de Cyrielle Despotrominé qui l'avait demandé, ou en tout cas qui avait demandé un des coups de cœur et qui avait reçu Je suis la bête. Là, on est dans du pur roman noir à ambiance italien. On est dans les Pouilles, donc cette région du talon de l'Italie. C'est la même région que dans L'été meurt jeune de Mirko Sabatino, dont je vous ai parlé cet été, que je n'avais pas trop apprécié d'ailleurs. Donc c'est une région plutôt pauvre de l'Italie, qui se situe au sud-est, qui, comme plus ou moins tout le sud de l'Italie, est gangréné par la mafia italienne. Et donc là, la mafia s'appelle la Sacra. Et on va suivre Mimi Domenico, qui est le patron de la Sacra, le mafieux de la région, le chef de gang, le gars du coin, quoi, qui retrouve son fils mort. Son fils s'est suicidé, s'est défenestré. Donc c'était son jeune fils, il avait une quinzaine d'années, il aurait dû un jour reprendre la mafia, reprendre la tête de la mafia à la suite de Mimi, mais
à 15 ans, ce jeune fils a décidé de se suicider. Et donc là, on va être dans un roman avec une écriture particulière, vraiment. Ça m'a fait penser à L'Agneau des Neiges, dont je vous ai parlé cet été, qui est un roman russe de Dimitri Bornikov. Parce qu'on est vraiment dans cette écriture très orale, très narrée, où il va y avoir beaucoup de répétitions, genre les prénoms des personnages vont être répétés à outrance. Mimi, 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 ça revient tout le long du roman. On est dans un roman polyphonique, donc on va suivre Domenico, Mimi, on va suivre Veli, qui est emprisonné, donc on va le suivre dans sa cellule, qui est une prison de Mimi, le chef de gang. On va suivre également Ariana, qui est la fille de Mimi, qui elle est toujours vivante, mais qui observe son père, en fait, être dévasté, complètement terrassé par la mort de son fils, et qui n'en a plus rien à faire d'elle, qui est aussi sa fille, en fait. On va suivre qui d'autre? Je ne sais plus si on suit la femme de Mimi. Mais voilà, un roman polyphonique avec une écriture, je vous dis, très particulière, mais qui participe à cette ambiance très poisseuse, très visqueuse. Là, pareil, on est vraiment dans une ambiance qui colle à la peau. C'est pas un huis clos parce qu'on reste dans un village, donc c'est un huis clos ouvert, on va dire. On va être dans cette région, mais on a un passage qui se passe en cellule, et après le reste se passe dans 2 ou 3 maisons. Donc vraiment on est dans ce petit village où la mafia est reine, la mafia fait sa loi, et le Domenico va tout faire pour venger le suicide de son fils, parce qu'il est persuadé que si son fils s'est suicidé, c'est de la faute de quelqu'un. Et tout de suite, pour trouver un coupable, il va se diriger vers Nicole. Nicole, qui est une fille qui est à l'école avec son fils, enfin qui était à l'école avec son fils, et il sait que son fils était amoureux d'elle, et il pense que elle l'a gentiment éconduit, elle l'a envoyé paître, et du coup il dit c'est parce qu'elle n'a pas voulu de lui, c'est parce qu'elle n'a pas voulu l'aimer qu'il s'est suicidé. Et donc il va tout faire pour tuer cette Nicole, ou en tout cas pour lui en faire voir de toutes les couleurs. J'ai passé un excellent moment, je vous dis, la tension grandissait page après page, on se demandait où on allait arriver parce qu'on est vraiment dans la tête des protagonistes. On est la tête dans le guidon, on voit pas ce qui se passe autour de nous, on voit pas où le roman et où l'auteur nous emmène, et cette plongée dans cette noirceur des hommes, dans cette bestialité. Vous voyez, le roman s'appelle Je suis la bête. Il y a même un petit côté vraiment réécriture de La Belle et la Bête au fur et à mesure du roman. Je ne vous dis pas par quel personnage, car ils sont plusieurs, et il y a quand même des révélations qui se font au fur et à mesure des pages, et ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien amené, parce que je vous dis, on est tellement la tête dans le guidon, tellement dans la tête des personnages qu'on voit rien autour de nous. Les révélations arrivent toujours à point nommé, à tel point que moi je les ai vues venir aucune, et j'étais surpris à chaque chapitre, à chaque alternance des voix, de savoir qui faisait quoi, qui était en relation avec qui, et c'était super intéressant. Et je vous dis donc, c'est pas une réécriture à proprement parler de La Belle et la Bête, mais il y a tout un côté Belle et la Bête qui intervient vers la moitié ou vers la fin du roman, et j'ai trouvé ça vraiment trop bien, parce que j'avais absolument pas fait le rapprochement avec le titre. Je pense que plein de gens l'ont fait, mais moi j'étais peut-être trop ailleurs. Et quand je l'ai vu arriver, je me suis dit mais tellement c'est super, enfin, c'est trop bien amené. Enfin voilà, moi l'écriture m'a beaucoup plu, je pense que ça peut rebuter certaines personnes. Si vous voulez l'acheter, lisez peut-être 2-3 pages avant, parce que c'est particulier, je vous dis, cette écriture très orale, dans la répétition, de façon presque mécanique, saccadée. Cette écriture qui, autant qu'elle fout des coups de poing, prend son temps par moment. Enfin voilà, c'est vraiment un excellent coup de cœur. Ça, je vais le garder dans ma bibliothèque, c'est sûr et certain. J'ai passé un très bon moment, je vais le prêter à des amis, je vais le recommander, parce que j'ai adoré cette histoire de bestialité des hommes, de jusqu'où on peut aller pour sa famille, parce qu'on est quand même dans l'histoire d'un père qui veut venger son fils. Et est-ce que c'est ok de vouloir venger son fils? Vous voyez, on est dans cette relation bourreau-victime, dans cette relation de... c'est quand même un mec de la mafia, donc il n'est pas du tout recommandable, mais est-ce qu'on peut avoir un peu d'empathie pour lui? Est-ce qu'on peut comprendre son désarroi, sa tristesse et cette volonté de vengeance? Enfin, ça pose plein de questions, tout en nous dévoilant une intrigue et une histoire qui est bien ficelée et bien menée de bout en bout, selon moi. J'ai passé un excellent moment. C'est donc tout pour ce petit point lecture, tout en sombritude et en noirceur. J'espère que ça vous aura plu. De toute manière, si c'est le cas, je vous invite à la liker. Si vous voulez la faire voyager, vous pouvez la partager. Et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes, et comme toujours, d'être heureux. Et non, c'est pas comme ça que je dois le dire, et comme toujours, d'être heureux.